bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voici un des potes de notre pack depuis le début, monsieur l'arbitre. C'est notre deuxième ligne de préparée, c'est Charlie Bayer. Comment tu vas, mon cher Charlie? Salut mon TK, ravi de te retrouver pour un podcast un peu spécial aujourd'hui parce qu'on on va replonger dans nos débuts. Exactement. Maintenant, c'est en fait les vacances. Donc Charlie, j'imagine que tu as changé les crampons pour les tongs. Absolument, crampons j'ai trois phases de vie en fait. Je suis soit en Timberland, soit en crampons, soit en tongs. Même si j'ai chaussé les Timberland pour faire office de crampons lors de cette saison. C'est mes trois phases. Et là, du coup, on est dans la phase tongs, débardeur. Ne me parlez pas d'autre chose que de terrasse. C'est très bien, c'est très bien. Écoute, on a préparé je dirais toi plutôt, tu as préparé un petit quelque chose avant de partir en vacances. Ma femme m'a dit, il faut absolument que je laisse l'ordi à la maison, donc on voulait le sortir rapidement pour les vacances pour tout le monde. Tu nous as fait une super surprise, qu'est-ce que c'est? Ta femme a bien raison de t'interdire d'ordinateur en vacances. Les vacances, c'est les vacances. Et en fait, j'ai été replongé un peu dans la création de notre podcast. On avait quand même commencé cette aventure pour suivre la Coupe du Monde 2019 ensemble et faire partager nos impressions et nos points de vue sur cette Coupe du Monde. Et du coup, je suis retourné un peu dans ce qu'on a vécu autour de cette Coupe du Monde et de ce que nous ont fait vivre les autres équipes aussi, et l'équipe de France tout d'abord. De ce que nous a fait vivre l'équipe de France au cours de cette Coupe du Monde. Il va aller jusqu'en quart de finale alors qu'on n'y croyait pas des masses. Rappelez-vous, on n'avait pas la même équipe de France qu'aujourd'hui, il y a 4 ans. On n'avait pas les mêmes certitudes. Et pourtant, on a fait une bonne surprise, je pense, et puis aussi replongé dans l'aventure de l'Afrique du Sud, championne du monde, qui a une formidable histoire. La nation arc-en-ciel, tout ça, de ce formidable match qui pour moi est d'anthologie. Et c'est encore aujourd'hui, au cours de petites soirées autour d'un verre et d'une terrasse, on s'embrouille avec mes copains parce que pour moi, ce Angleterre All Black est un des meilleurs matchs au monde et tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est un grand débat. En tout cas, c'est clairement un grand match qu'on a vu en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et voilà, j'ai été un peu replongé dans tout ça pour vous le faire revivre en vue de cette Coupe du Monde à venir et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on avait fait il y a 4 ans déjà? Ouais, c'est incroyable, le temps passe super vite. Donc voilà, c'est nos chers écouteurs, votre cahier de vacances que Charlie nous a gentiment préparé. Et comment mieux préparer pour la Coupe du Monde à venir, c'est de sauter dans la machine à remonter le temps et revenir sur le Coupe du Monde la dernière. Donc voilà, cet épisode, en fait, on va récouper tous les épisodes où on a parlé des matchs de l'équipe de France et on aura un deuxième épisode la semaine prochaine où on va attaquer plutôt les phases demi-finale et finale avec, comme tu dis, le demi-finale avec ce fameux Angleterre-Nouvelle-Zélande. Nos chers écouteurs, si vous n'avez pas encore fait, merci de mettre nous un petit like sur les réseaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Mais surtout, s'il vous plaît, un 505 sur votre plateforme de podcast, ça nous aide vraiment dans notre objectif d'être le podcast de rugby indépendant de ce Coupe du Monde. Et il faut surtout vous abonner sur votre plateforme et de choix, et même sur YouTube aussi, parce qu'on est là aussi, car on a beaucoup de super épisodes à venir. Donc après cet épisode, il y aura le deuxième épisode de Recap 2019. Après, nous allons faire 4 épisodes en août, un pour chaque match de préparation, et on va parler aussi de chaque poule de la Coupe du Monde à venir avec des invités surprises. Ensuite, on va faire pour chaque match de l'équipe de France, on va avoir bien sûr une émission. Et bien sûr, une émission pour chaque moment dans les playoffs. Donc, si j'ai bien compté, on va avoir environ 15-16 épisodes dans les 3 mois à venir. On va beaucoup entendre nos voix. Exactement. Je voulais parler un petit peu rapidement par rapport à ça, comment nous avons en fait débarré ce podcast. Et parce que là, on va entendre, on n'avait pas le même niveau de son parfois, on n'avait pas forcément la même confiance aussi. Et en fait, oui, on s'est vu à Paris, moi, toi et notre cher Théo, et j'ai proposé de faire ça, de faire un podcast sur le rugby, et vous avez gentiment dit oui. Oui, on a dit oui, mais c'était pas ton premier podcast. Non, en fait, j'avais tout testé avec mon fiston parce que c'est aussi le Coupe du Monde de foot féminin en ce moment. Et en fait, à ce moment-là, avec mon fiston, on avait fait un petit podcast sur le Coupe du Monde féminin de foot juste pour... parce que lui, il est passionné de foot. C'était un super moment de passer ça avec mon fiston, mais aussi pour, on va dire, m'entraîner pour le pack de potes, pour tout mettre en ordre au niveau de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. De faire un trial run ou un essai, on va dire. Mais alors du coup, pourquoi t'es allé chercher Théo ?
Alors, Théo, c'est marrant parce que quand même, c'est un monsieur qui connaît très très bien le rugby, qui a joué toute sa vie en plein de clubs dans la région parisienne, ACBB, le PUC et bien sûr Racing 92. Mais aussi, c'est vraiment le mec qui m'a appris le rugby. À la base, en fait, Théo, c'était un copain de ma femme, ils ont travaillé ensemble à Paris. Mais j'ai un très bon souvenir de tous les deux. On est quand même des grands mecs, hein, Théo qui mesure 2 mètres et moi je suis un petit 125 ou 120, ça dépend la semaine au niveau de kilo. On était dans ce petit canapé de ma femme, qui est un petit appartement sur le 5e, 6e étage dans le 15e. Et là, on a regardé un match de France All Black. Il m'a appris toutes les règles. Et là, c'était quelque part dans le début des années 2000. De mémoire, en fait, j'avais un peu de difficulté à comprendre les hors-jeux et qu'est-ce que c'était un rock, qui est un tout petit peu toujours le cas, si je peux le dire. Donc, finalement, au fil des années, je l'ai vu jouer plusieurs fois avec le Racing. Je pense que même, donc c'est pour ça que je suis devenu fan de Racing. Désolé, mon cher Charlie qui est fan de Stade Français. Et je pense qu'aussi il m'a vu jouer de foot américain chez les Falcons à Lyon. Donc pour moi, Théo allait être dans ce trio, il allait être le papa de rugby pour nous, l'historien qui allait partager ses connaissances rugbystiques, mais aussi quelque part le corps qui allait assurer les valeurs de rugby dans notre podcast, comme il fait en fait sur le terrain, toujours en tant qu'éducateur ou d'use. Ouais, ça semble valide quand même comme réponse. et le temps a prouvé que tu avais bien fait d'aller le chercher, mais du coup, pourquoi moi? Bah pourquoi toi? Bah c'est marrant, après Lyon, j'avais arrêté de foot US. Quelqu'un m'a dit, bah tiens, on va faire un peu de toucher. Et c'est là où j'ai découvert le rugby avec dont la AFFR, donc c'est l'association folklorique, association française de folklorique de rugby, il me semble. Et l'équipe s'appelle Ocean Rugby Club. Et donc en fait, tout de suite, j'étais attiré par l'amitié et l'ambiance de ce sport. C'est quelque chose que j'avais jamais vu auparavant dans tous les sports que j'avais joué au US, le baseball, le soccer, le basket, le foot US. J'étais vraiment superbe. En rugby, j'ai trouvé ça magnifique et donc je me considère un très chanceux en fait d'être tombé sur le rugby en général et sur l'équipe ORC en particulier. Et c'est là où en fait je t'avais rencontré très jeune. T'étais très jeune, mon Charlie. Ouais, j'étais domino. Et en fait, et franchement, nos chers écouteurs, quand tu rencontres le Charlie, tu vas pas l'oublier. Quand tu le vois en vrai, et Charlie, tu as une espèce de joie de vivre, tu as une énergie qui est vraiment contagieuse. C'est quelque chose que j'adore chez toi, et tu sais bien t'amuser. Et ça, c'est certain parce qu'on a partagé quand même une chambre. J'ai partagé une chambre avec lui pendant un tournoi à l'international. Je vais juste dire que c'était une soirée quand même mémorable. Et donc, je me suis dit aussi, cette énergie-là, j'ai l'envie pour mon podcast. Eh ben, oui, j'aime bien qu'on me décrive comme quelqu'un qui sait s'amuser, parce que c'est clairement le cas. Mais c'est très bien que ce soit toi qui nous a réunis aussi, parce que le fait que tu nous aies réunis, et dans ce qui a marché, je pense aussi dans ce podcast, c'est le fait que tu sois un peu tu vois ce que c'est un monsieur loyal? Non. Un monsieur loyal, je crois que ça vient du cirque en fait, et c'est celui qui dans le cirque fait passer les shows, fait passer, contextualise en fait, enfin c'est un peu un présentateur en fait, Ouais. pour dire comme ça. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu au cours de ces 4 années dans ce podcast, il y a quand même beaucoup de moments où on s'est expliqué des choses ensemble parce que peut-être tu feignais un peu de ne pas savoir, ou tu feignais une petite sorte de naïveté un peu du mec qui connaît pas le rugby parce que tu es américain et machin. Mais en fait, le fait que ce soit toi qui nous aies réunis et le fait qu'on soit réunis par l'amitié d'abord et que du coup tu nous lies un peu tous les deux, je pense que c'était aussi nécessaire à ce podcast et que ça a très bien marché. Ouais, merci. Quand même, je note que j'ai un peu amélioré avec ma prononciation des noms, parce qu'apparemment dans le premier épisode, j'arrivais pas à dire Galificou, donc c'est assez marrant. Allez, rapidement sur le nom, donc Pack de Potes. Pourquoi? La vraie raison en fait que je voulais faire des podcasts, c'était parce que j'avais déménagé de Paris, j'étais loin de Paris, je suis toujours dans la Franche-Comté, et j'étais loin de Paris, j'étais loin de rugby, j'étais loin de vous, mes amis. Et en fait, toi et Théo, vous êtes déjà rencontrés parce que vous avez invité lors d'un Thanksgiving. Et c'est Thanksgiving, c'est on va dire le fête traditionnelle américaine. On fait un gros dinde et tout, et c'était un super moment. Et je pense que je pense que vous m'avez de temps en temps m'envoyé des photos quand vous s'est croisés pendant les derbies Stade Français Racing 92. Absolument, ouais, à Jean-Bouin ou à Jean-Bouin. Exactement. Donc voilà, je voulais absolument retrouver mes amis et parler de rugby. Et donc le nom, d'où vient le nom Pack de Potes, un groupe d'amis. Et voilà, et quelle meilleure façon de faire ça, mais que de parler de ce Coupe du Monde 2019. Donc voilà, on s'est rencontrés pendant l'été de 2019 pour lancer le projet, faire un podcast rugby avec des connaissances, avec un peu de bonne humeur, pas trop de polémique, mais un peu de sérieux quand même. Un podcast rugby entre amis, quoi. Je crois que ce qu'essaie de nous dire Ticket, les copains écouteurs, c'est que voilà,
c'était il y a 4 ans et que on était un peu plus amateur que maintenant. Et voilà, vous allez découvrir là autour de cette aventure de l'équipe de France en 2019 que c'était aussi le début de notre aventure, qu'on butait un peu sur les mots, qu'on avait du mal à s'exprimer parfois, qu'on était un peu et que le matériel n'était pas celui qu'on a aussi aujourd'hui. Mais soyez indulgents et replongez avec nous il y a 4 ans, en 2019, dans cette belle aventure de la France en Coupe du Monde. Ouais, je pense que ce qu'on va entendre, que le courant passe très bien entre nous trois depuis le début, monsieur. Allez, on va sauter tout de suite dans ces matchs. Donc, il y a un match contre l'Argentine et Tonga. Il y a un match contre les Américains. Il y a le crunch le moins brillant de jamais. Après, on va finir avec un match très, très serré, serré les dents contre les Gallois. Donc, amusez-vous bien pour cet épisode et revenez la semaine prochaine car nous allons faire le demi-finale et le final. Mais tout d'abord, on remonte le temps en septembre 2019 pour le Coupe du Monde à Japon. Et paf, voici notre débrief d'un match hyper contesté, le premier match des Bleus contre les Pumas d'Argentine, épisode 4 de Pack de Potes. Pack de Potes, terrain 10. Bienvenue à Pack de Potes, votre clubhouse pour ce rugby Coupe du Monde 2019 à Japon. Et franchement, on est super content d'être là et super content de partager ce Coupe du Monde entre nous. Donc, ce premier match pour l'équipe de France. On peut démarrer par dire quel beau premier mi-temps, avec vraiment des temps forts. Gaël dur à dire pour un Américain. En forme. Tu regardes. Gaël Ficou. Il faut pas le dire trop en anglais parce que ça semble quelque chose de Charlie. Donc après, on a Ntamak qui a bien assuré au niveau de pied. On a eu des beaux plaquages. En gros, on gagnait super bien, 20-3. Deuxième mi-temps, complètement l'opposé. L'Argentine qui marque 2 essais en 10 minutes après ce mi-temps. La France qui risque vraiment à passer à côté de leur match, qui sont menés finalement 21-20. Lopez qui nous fait un drop pour qu'on passe en avance. Les 2 buteurs français et argentines qui ratent leur dernière occasion. Donc, en fait, le score reste 23-21. Victoire pour la France, mais de très très peu. Moi, ça m'a rappelé un peu le France-Galles du tournoi Destination où il y a une remontada que à l'époque, on n'a pas su gérer. Là, c'est pas que c'est de la gestion, mais on peut être chauvin à ce moment-là, on peut quand même se dire putain, on a réussi à la contenir celle-là, quoi. Là, je te rejoins, Charlie. La très très grosse différence avec ce France-Galles, c'est qu'à la fin on gagne. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut quand même mettre au crédit des Français. Et puis pour tous les supporters de cette équipe qui étaient en train de bouffer leur pain au chocolat à 9h du mat. Et je précise que les chocolatines n'existent pas. C'est juste une parenthèse. Merci, enfin. Merci quand même. On va rétablir une vérité. Mais blague à part, évidemment que on est super content. Nous, on était en famille avec des copains, les enfants, etc. Tout le monde s'est tombé dans les bras à la fin. On s'est dit, on la tient enfin, quoi. C'est-à-dire que on a le sentiment que c'est le premier match depuis longtemps où le scénario à un moment tourne à notre défaveur et finalement on réussit à raccrocher le bon wagon. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Ou à la fin, ça gagne, quoi. Ou à la fin, ça gagne. Et puis, on a un peu de chance aussi, quoi. Toi, mon Théo, t'étais en famille et tout. Moi, j'étais en train de shooter le calendrier de mon équipe de rugby, un peu dénudé avec des actrices, un peu dénudées aussi. Mais pareil. On mettra pas les photos sur les Facebook. On mettra rien. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien, chers auditeurs. Vous ne verrez rien. Non, mais comme suggéré comme ça. Mais en tout cas, juste pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on s'est tous tombés dans les bras. Évidemment, c'est un truc qu'on attend, une victoire un peu, qui compte comme ça, qui libère un peu. Ouais, alors. S'il faut revenir un peu sur le match en lui-même, c'est vrai qu'ils font une super entame. Très très vite, on a vu qu'ils étaient dedans quand même. Et puis moi, je suis content parce que ça valide un petit peu mes théories des dernières semaines où les 2 essais qu'on marque, il y a Damien Penaud au milieu les 2 fois. Donc il est vraiment le dynamiteur sur la première et il fait la passe décisive sur le deuxième. Donc c'est vrai que là, on se dit qu'on tient
un mec exceptionnel qui est du niveau. Enfin, pour moi, c'est le Chelsea Colby français. Même si on reparlera après de Chelsea Colby, mais ça c'était top. Olivon impeccable, même Guirado était bien dans son match. Je vais dire même Guirado parce que c'est vrai qu'il est un petit peu moribond depuis du temps. Est-ce qu'il va être capitaine, est-ce qu'il va pas l'être, machin. Là, je trouve qu'il a fait son job. Et d'ailleurs, je trouve que Brunel, le staff l'a sorti trop tôt. Il le sort à la 46e. Pour moi, ça rime à rien. Soit tu sors le mec à la mi-temps, soit tu le sors à 55-60. Mais 46e, c'est ridicule à un moment. Je trouve que c'était beaucoup trop tôt. Le match qu'il a fait, où il est ressorti vraiment, où il a réémergé, est-ce que du coup, ça pourrait justifier un peu les choix stratégiques du staff de l'avoir mis en doute un peu dans son rôle de leader, dans son rôle de capitaine? Sans doute, ils les ont piqués, et lui le premier. C'est vrai que tous les journalistes, tout le monde se demandait, et là, avant de rentrer sur ce match-là, il avait à cœur de montrer que c'était bien lui le patron, et je trouve qu'il a fait le job, vraiment. Et d'ailleurs, il avait un masque, quand ils étaient dans le couloir, de ces fameuses images où t'as les mecs qui regardent, qui regardent le stade, et où tu sens, et je trouve qu'on sent beaucoup des choses dans les yeux des joueurs en regardant ça. J'aime beaucoup regarder ces images, et j'ai trouvé que les Français étaient hyper concentrés et avaient une forme de stress positif, et j'ai trouvé que les Argentins avaient un petit air un peu trop sur deux. Et qui pourtant eux gèrent vachement mieux l'avant-match d'habitude. Mais tu vois, moi j'ai dit plusieurs fois à mes copains pendant le match, pendant la première mi-temps, 2-3 fois ils sont en position de prendre des points au pied, ils choisissent d'aller en touche, ils ratent des points au pied. C'est un signe. Parce qu'ils se sentaient peut-être un peu supérieurs, ils pensaient qu'ils allaient gagner, et je pense qu'ils sont arrivés un tout petit peu avec le bocal sur ce match-là. Ouais, ça en dit beaucoup de choisir la touche. Et ça s'est retourné contre eux. Et franchement, c'est pas désagréable. Alors c'est vrai que il y a eu une deuxième mi-temps. Voilà, on a parlé plusieurs fois dans ce truc de la culture du trou d'air. Bon là c'est même plus un trou d'air. Là, je sais plus. Je sais pas comment on peut se faire défoncer comme ça sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. C'est complètement improbable. Moi, à mon avis, il y a eu un discours de Brunel à la mi-temps qui les a mis dans une période de défaitisme. Brunel à la mi-temps, c'est pas possible. Il les a mis sous Prozac. Les mecs, ils sont rentrés, ils étaient plus là. Il leur a demandé de perdre. Ils étaient plus là. Ils prennent un essai, à la limite le premier des deux essais pénal touche. Honnêtement, c'est très bien joué de la part des Argentins. C'est un bloc de saut, il y a personne en face, c'est bien joué. Mais le deuxième, c'est tout en collectif. T'as l'impression qu'ils sont à l'entraînement, les Français, je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais. Là, j'en suis pas revenu. Ce qu'ils devaient faire, en fait, c'est de bien étudier. En fait, il y a beaucoup de vidéos, et ils devaient vraiment étudier le vidéo de Brunel pendant le deuxième mi-temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit à cette équipe, et l'inverser complètement. De ce discours, ils ont eu les vidéos de son discours. Sinon, par contre, les Desma, à la mi-temps, j'aurais aimé être dans le vestiaire argentin. Oui. Là, il a dû leur sauter à la carotide, franchement, parce que faire une mi-temps comme ça, les Argentins se faire marcher dessus comme ça en première mi-temps, franchement, là, ça n'a pas dû lui plaire du tout. Si on essaie de trouver le bon côté des choses, donc tu avais dit quand même, oui, Ntamak, ouais, je trouvais plutôt pas mal pour un jeune. Je pense qu'il était le plus jeune joueur de gagner un match dans la Coupe du Monde de rugby, c'est bien ça? C'est le plus jeune sélectionneur français, en tout cas. Français, ok. Non, puis là, il empile aussi, il empile de la confiance pour cette Coupe du Monde et puis pour les suivantes. Maintenant, voilà, il sait qu'il peut résister à des matchs comme ça en étant tout à fait à la hauteur de l'événement. C'est magnifique de se construire comme ça. Ça, c'est pour top. Les suivantes. T'es déjà en 2023, Théo. Non, mais j'y suis un peu. C'est-à-dire qu'un mec comme ça, il a 20 ans, tu sais qu'il va en faire plusieurs. Voilà, se construire sur des matchs comme ça à cet âge-là, c'est déterminant dans la carrière d'un sportif. Donc moi, je suis super content pour lui pour ça. Lopez, c'est plutôt sa tournée c'est son tour d'honneur. Il a foutu un drop de vieille, mais qui nous sauve le match. Ah oui. Et ben, c'est fantastique. Voilà. Et puis au centre, Ficou, Vakatawa, ils ont une santé du feu de Dieu. Voilà, Médard, il fait un bon match aussi. Huger, alors, pardon. Vakatawa qui était même pas sur les, qui est venu sur le tard hein, dans ce staff France. Ah, je suis désolé pour Guitoun, hein, mais il va rester en tribune. Ah, il va jouer contre les Ricains, mais je veux dire contre les Anglais. Le match pauvre, tu veux dire le match. Easy now. Voilà.
Et sur les points positifs, tu me parlais points positifs. Moi, pardon, les garçons, mais il y a un point positif que je me dois de signaler. C'est moi, franchement, j'ai bandé sur la bagarre de la fin, quoi. Tu vois, c'est très très con, hein, mais les Argentins, on en parlait la semaine dernière, c'est un peu la bête noire. C'est des mecs, ils sont latins comme nous, tu vois, on s'embrouille avec eux et tout. Et putain, on se souvient. Attends, c'était quoi? C'était 2016 ou quand ils étaient venus chez nous? 2016 quand ils s'étaient frités et tout avec Papé, mon ami. Mais on les aime pas, quoi. Et là, cette bagarre de fin, c'était un peu dire, écoute, on a gagné ce match, mais on est là, quoi. On existe encore. Ça devait chambrer méchamment. Je pense que ça devait chambrer méchamment. C'est forcément parti là-dessus parce que les Argentins, ils avaient l'envie de nous marcher dessus. Quand tu viens perdre d'un point, que la pénalité ratée à la fin, etc., tu as vraiment les boules. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Malheureusement, maintenant, comme c'est devenu un petit peu aseptisé, les bagarres elles sont vite coupées par le Real, donc on n'a pas vu comment c'est parti, on n'a pas vu quel est le mec qui a commencé un peu la chicaya. Je suis un peu déçu là-dessus quand même sur le scénario de la bagarre. On voit plus, mais pour moi ça élimine totalement un pilier du rugby qui est quand même que il y a une explication de texte quand tu. Mais heureusement en Fédéral 3 il y a pas encore la vidéo, Charlie, donc ça pour toi c'est ça qui est bon. alors tu peux, mais je fais une petite dédicace au numéro 5 de la CBB. Vous êtes échangé quelques politesses cet après-midi? En vrai, en toute amicalité, quoi. Mais vraiment, hein, on a bu une bière à la fin, on a serré. Lui, mon ami aussi, hein. Tu vois, il s'est pas. Échange de bons procédés. Il s'est pas privé. Échange de bons procédés, bien sûr. Ouais. C'était un match très serré avec l'Argentine qui nous a rappelé des petits souvenirs de 2007. On a eu une petite frayeur, mais il y avait un truc très intéressant qui est arrivé juste après. C'était la France qui allait s'affronter à la team USA de Cheratike. Mercredi matin, nous avons eu les États-Unis contre la France, 11 Japon. La France a vraiment démarré bien et vite dans le joie, et avec un coup de pied de Camille Lopez récupéré par Huget, et en 5 minutes, premier essai marqué très très bien. Ensuite, dans la 23e minute, même chose, Camille Lopez, petit coup de pied vers Raka. On voit la France vraiment en puissance. Cependant, les États-Unis se laissent pas faire et tient la route, surtout au niveau de défense, et donc le mi-temps est sifflé, 12 pour la France, 6 pour les États-Unis. Les États-Unis restent dans la main et la France n'est pas serein jusqu'à l'arrivée de Baptiste Serin dans la 64 minutes, qui déclenche en fait un essai par Gaël Ficou à 66 minutes, suivi par un essai de Baptiste lui-même, et un essai finalement par Jefferson Poirot. Score final 33-9. La France a gagné, pas très sereine. Je vais vous laisser Théodore de Saint-Rémy qui va vous expliquer son avis et son analyse. Oui, salut les gars. Quelques mots comme promis suite à ce match France-États-Unis. Une dizaine de jours sans jouer pour nos Français, donc je pense qu'ils avaient des fourmis dans les jambes. Bon, que retenir? Principalement déjà que les 5 points sont là, donc ça veut dire qu'au niveau comptable, les 2 premiers matchs sont gagnés et on a pris le bonus offensif sur le premier des matchs entre guillemets faciles. De positif, on peut retenir aussi qu'on a à nouveau vu des très belles choses au début, des très belles choses à la fin. Au milieu, c'était quand même plus compliqué, mais on a vu un jeu au pied, j'en avais parlé un peu, arme fatale, hein, ces jeux au pied chirurgicaux déposés dans les coins, dans le dos des ailiers, avec Raka qui rattrape un ballon vraiment magnifiquement dosé de Camille Lopez, et puis Camille Lopez avait déjà utilisé son jeu au pied pour le premier essai, donc ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et puis en fin de match, quand ils se sont décidés à jouer à peu près ensemble et à être solide dans les rucks et à pas se précipiter, bon, il passe à nouveau 3 essais, ce qui est quand même très intéressant. Maintenant, le milieu, c'est-à-dire de la 20e à la 65e, je sais même pas quoi dire parce que c'est vraiment un petit peu désolant. On se retrouve dans un match sans rythme, sans aucune conviction de la part des Français, où on oublie les fondamentaux. On a l'impression que parfois ça joue à la baballe. Il y a une qualité technique parfois catastrophique. Dès le début du match, d'ailleurs, Raka nous a quand même fait 3 ou 4 spéciales à nouveau. Bon, après, il s'est très très bien rattrapé en marquant son essai, et puis notamment en récupérant un ballon haut tapé par le 10 américain, où il avait les 2 ailiers qui étaient à l'affût. Donc ça, là-dessus, il a bien joué le coup. Mais Guitoun qui nous fait une passe dans les chaussettes. La deuxième, il fait le plus dur, il est passé.
il tente une double sautée au lieu d'assurer le coup alors qu'il a du soutien à droite. Bon, je comprends pas trop. Un peu déçu également par le match de Machno, que j'ai trouvé avec pas tout à fait assez d'impact sur ce match. Pas assez alterné, pas assez ni de vitesse, ni d'impact physique au bord des rucks. Donc voilà, un peu déçu. Et puis voilà, surtout quelque chose d'un peu effrayant de se retrouver à 12-9 à la 65e. Donc voilà, moi je me suis dit, on va peut-être le perdre, quoi. Donc c'est juste pas possible d'avoir une équipe qui alterne à ce point le bon et le mauvais, qui finalement ne sait pas appuyer sur le champignon, ne sait pas s'appuyer sur ses points forts pour dérouler son rugby. Et voilà, ça, on peut tout simplement dire que c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Alors en face, il y avait une équipe très engagée, hein, qui a rien lâché, qui a donné tout ce qu'elle pouvait. Je pense qu'ils y ont même peut-être un petit peu cru. Eux, ils prenaient le score, ils prenaient les points. Encore une fois, ils étaient à 12-9 à un quart d'heure de la fin. Voilà, maintenant, on va attaquer la préparation du match des Tonga. Donc, à nouveau, un match entre guillemets qu'on doit gagner, mais qui s'annonce difficile aussi parce que c'est une équipe très physique et c'est une équipe qui a envie de bien figurer. Il y a beaucoup de Tongiens qui jouent en France, donc c'est un peu le match de la fin de la Coupe du Monde pour eux. Ils veulent bien figurer, faire honneur au maillot, et ça, ils savent le faire. Donc un match, voilà, entre guillemets, sans danger normalement sur le plan comptable, mais encore une fois normalement. Mais par contre, avec du danger, ce serait dommage d'aller se péter sur ce match-là. Donc j'espère que les Français arriveront à la fois faire leur match et à la fois préserver leur santé et toutes leurs chances pour les matchs capitaux, Angleterre et quart de finale probable après. Donc merci à Théo. Maintenant, nous allons écouter Charlie qui va nous parler un peu des différents joueurs qu'il a vus et qu'est-ce qu'il a pensé. Un attelage nouveau, un attelage qu'on n'avait pas vu, pour différentes raisons. Leroux a fait une bonne prestation, hein. Il a eu une première mi-temps un peu difficile, mais bon, il a plaqué à tour de bras, il a été dont un plaquage aux côtelettes, je pense que le mec d'en face s'en souvient. Par contre, Gabriac, voilà, on attendait son retour, il était assez installé, hein, avant sa suspension. Clairement, là, il a fait le taf en touche, mais dans le combat, là où on l'attendait, il était pas, peut-être sa suspension l'a un peu refroidi. En tout cas, il a pas marqué des points. Ceux qui ont vraiment marqué des points, c'est ceux qui sont rentrés, les remplaçants, quoi. C'est un peu les papas sont rentrés, quoi. Voilà, ceux qu'on a voulu voir dans cette revue d'effectifs ont un peu déçu, et quand les gars sûrs sont rentrés, hein, nos gars sûrs, à savoir en première ligne déjà les deux papas, Poirot, Guirado, qui sont venus stabiliser la mêlée un peu avec Slimani, voilà, quand ils sont rentrés tous les trois en début de deuxième mi-temps, ça a tout de suite changé. Médard, superbe rentrée. Serein, je pense qu'il a gagné des points aussi, très belle rentrée. Quoi, tout le banc va, Amina, Aldrit, tout ça. Ils ont tous touché un peu le ballon, donc preuve que le banc a vraiment compté dans ce match, hein. Sinon, dans les autres joueurs, moi, ceux qui m'ont vraiment plu, pour moi, Ficou, je l'ai trouvé bon. Kamisha aussi, je pense que c'est dur pour lui, hein, de vivre dans l'ombre de Guirado, et quand on lui demande de faire ses preuves, quand on lui laisse sa place, il réussit très bien, quoi. Concernant les joueurs américains, Ticket, moi il y en a un, on en avait parlé il y a dans la dernière émission, mais Tao Fete, moi il m'a bien fait marrer déjà par son look, hein, il est génial, c'est le point de Redlock du match, clairement. Et aussi par son style, donc non pas que capillaire, mais son style dans le jeu, hein. Clairement, il vient je sais pas s'il est passé par la NFL, mais il est influencé par le foot US, clairement, parce qu'il fait ce petit coup de la toupie là, il arrive donc épaule devant, hop, petit tour sur lui-même pour repartir et tout, qui est typique du foot US et qui là marche très bien. Donc Tao Fete, un premier joueur cité chez les Américains. Merci Charlie. Alors moi aussi j'aimerais ajouter my 2 cents, mes 200 teams, comme moi aussi j'ai un pays qui a joué pendant ce match. Si on parlait des joueurs, donc j'avais noté surtout ce numéro 2, Joe Toefete. Je pense que Charlie le prononce mieux que moi. Effectivement, Charlie, tu as raison, c'est un ancien joueur de foot américain au niveau universitaire. Donc, ça veut dire qu'il a certaines capacités physiques, ça c'est sûr, mais on l'a vu ça aussi sur le terrain. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être signé pour jouer dans le top 14 demain. Logique contre USA quand même, mais après un match difficile contre Tonga. On y va. Ok les gars, quand même, c'était des super matchs, mais il faut quand même qu'on passe un peu de temps sur France-Tonga. Est-on vraiment obligé ?
Oui. Allez, on y va. Il y a des bonnes choses. Pour ce match France-Tonga, très bien démarré par l'équipe de France avec un super percé par Raka qui passe à Vakatawa et un essai dans les premières 5 minutes, superbe. Fidji. Ouais, c'est ça. Bel essai fidjien. À 30 minutes, donc on voit Serin qui joue un pénalité rapidement, il passe à Raka, coup de pied à suivre, qui récupère lui-même et d'un coup la France, bam, 17-0 à 30 minutes. Juste avant le mi-temps quand même, on voit un temps fort par le Tonga, qui sont campés devant notre ligne de 5 mètres. Ils marquent un essai en force 17-7 pour le mi-temps. Après le mi-temps, le Tonga démarre fort, 45 minutes, à l'action qui est très longue et difficile à expliquer. Médard qui se retrouve complètement perdu après un coup de pied. Le Tonga Ingano, qui est entouré par 3 Français, il a réussi d'attraper le ballon et il marque le Tonga vraiment dans un point fort ce niveau-là. Ntamak, il a réussi de assurer 2 pénalités par la suite et heureusement parce que le Tonga revient encore à la charge et marque un essai d'espoir avec 2 minutes à jouer. Heureusement, la France a réussi de garder la victoire contre une équipe de Tonga qu'ils avaient vraiment envie de faire mal. Ouais, ils étaient vraiment remontés comme des coucous. Moi, je sais pas si vous avez eu ce petit flashback, mais à la 41e, là, il y a une mêlée où ils nous tordent un peu. Et t'as leur faire ligne super enthousiaste qui rigole là. J'ai pensé très très fort avec les copains à 2011 et le talonneur, le mec qui jouait à Perpignan aussi là, ils avaient un talonneur qui se foutait de notre gueule en mêlée. Et il y avait un peu ce spectre qui remontait à ce moment-là quoi. Ouais, tu gagnes sur le même score que France-Argentine, hein. Donc c'est quand même pas très glorieux. Après, moi, tu disais une équipe qui avait envie de faire mal, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé que physiquement, ils ont été limites. Il y a quand même le deuxième ligne qui prennent pas de carton sur le plaquage dans le dos, sur je sais plus sur quel joueur, mais c'est sur Aldrit, c'est très très borderline. Et là, c'est bien parce que l'arbitre est un ancien joueur du Racing. Il s'appelle Nick Berry et il a joué du temps de la Pro D2 vers 2007, 2008, 2009. Il a joué en France, ce gars-là. Il jouait demi de mêlée au Racing. Donc, bon, je lui accorde, on va dire, on a porté le même maillot, donc je lui accorde mon amitié néanmoins sur ce coup-là. Mais pour moi, là, il y avait carton. Et je trouve qu'il a été aussi très, très léger dans les arbitrages, dans les rucks, où de temps en temps, c'était quand même un peu n'importe quoi. Les mecs arrivaient à l'épaule, sur les côtés, etc. Bon. Il les a laissés un peu, je trouve, trop faire là-dessus. Et c'est dommage. Sur ces matchs-là, faut pas encourager ça non plus. C'est mon deuxième mini coup de gueule. Ton coup de gueule, sécurité des joueurs, mais c'est vrai, hein, t'as raison. C'est vrai que c'était assez limite. Moi, les rocks, je l'avais pas vu, j'avais peut-être pas la palette de la limite comme ça, mais je l'ai trouvé en effet très engagé. Ce qui est vrai, c'est que le contrat est rempli. On a gagné tous les matchs jusqu'à aborder le match contre les Anglais. On est qualifié en quart de finale. C'était pas gagné. C'est fait, donc c'est pas la peine de commencer à dire qu'ils ont pas fait le job. Ils ont fait le job. Après, sur ce match-là, c'est quand même vrai que il peut y avoir 2 essais de plus, il n'y a rien à dire parce que les 2 essais refusés, il est tout à fait légitime de les refuser, mais ils sont refusés quand même pour des broutilles. Donc normalement, ils y sont aussi bien, il n'y a rien à dire. Et leur essai à eux dont tu as parlé, Thierry, c'est un essai un peu chanceux. C'est un coup de pied, effectivement, dont le rebond piège complètement Médard, qui sur ce coup-là n'est pas très bien placé, c'est vrai. Et ensuite, Médard joue très mal le coup parce qu'il arrive à attraper le ballon, mais il se fait arracher le ballon et le mec va marquer. Donc là, il a très mal joué le coup, mais c'est quand même pas de bol, faut être honnête. Et c'est vrai que par contre, on a eu un Raka qui nous a sauvé la baraque ce jour-là, parce que s'il ne fait pas les 2 actions de début de match, ça aurait pu vraiment se compliquer. Et on a pour le coup Penaud, qui était mon chouchou, qui a pas marqué des points sur ce match, notamment sur l'essai des Tongiens où il est mal placé et où le mec arrive dans son dos et va marquer, sur un coup de pied haut à nouveau qui est, je le répète, l'arme absolue sur cette Coupe du Monde. C'est quand même un peu inhabituel de voir Penaud se trouver comme ça, et je pense que c'est pas bon pour la confiance. Alors après, c'est peut-être une manière aussi pour lui de se remettre en question, de bien se préparer pour les matchs coup près. Faut aussi toujours positiver quand les mecs passent un peu au travers. C'est une manière de redescendre sur terre et de se remettre au taf, hein. En parlant de positiver, qu'est-ce que tu as vu de bien dans ce match, Charlie, par rapport à des joueurs, par exemple? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Alors, il y a évidemment Raka, hein, je crois qu'il a été élu homme du match. Ouais, il a fait une petite interview en 3 langues qui était pas mal du tout, et il est beaucoup plus à l'aise en fidjien qu'en anglais et en français. Étonnamment.
Mais il y a une action pour moi qui résume vachement bien ce mec en fait. C'est il y a un moment, je sais pas si vous voyez, il me semble que c'était vers la demi-heure de jeu. Il traverse pas mal, il passe des défenseurs, il fait un petit truc que je rêverais de savoir faire, mais malheureusement mes grandes guibolles ne me permettent pas. Et une fois amené au sol par l'adversaire, il fait un en avant du sol, tu vois, au lieu de sécuriser le ballon derrière, il fait un truc. Ça je connais, ça je sais faire, oui. Ça, et que ça, on sait vachement mieux faire, en effet. Mais c'est tout vacarme dans cette action résumée, quoi. Où tu vois que, voilà, le mec peut être brillant et étrangement maladroit en même temps. Sinon, ouais, les autres joueurs, moi, j'aime de plus en plus. Alors, il lance comme il lance. Hein, tu m'avais déjà fait remarquer, Théo, mais j'aime de plus en plus Kamisha. Moi, franchement, je trouve que. Ah bah, il triche pas. Hein. Il est complètement. Il amène. Il y va gaiement. Hein, bon, on peut l'appeler une brutasse, quoi. Quand même. Clairement, il est. Donc, il m'a vraiment beaucoup plu. Beaucoup de férocité, je trouve, il amène à cette équipe. Médard, on en a parlé pour une action un peu maladroite. Où en effet il était pas très bien placé, mais dans le jeu, moi je le répète au fil des matchs, il prend ce rôle de mec serein, qui a de l'expérience derrière et ça lui va très bien. Et après, sinon j'ai un petit peu de regret pour Gabriel. Je pensais que c'était son match. Ah, il a pas été top. Hein. Il a pas été top, alors que je pensais vraiment que voilà quoi, la bagarre, il allait bien aimer. La bagarre, bien sûr, dans toute la légalité que nous permet le sport. Oui, c'est-à-dire la harne un peu dans les rucks, la guerre des rucks et tout. Je pensais que c'était son credo. Il y a pas été aujourd'hui. Ce qui fait un peu mal, je trouve quand même, c'est de se dire que ce match-là, à la sirène, t'as un ballon d'attaque, mais tu mènes que de 3 points, donc t'es obligé de 2 points, t'es obligé de taper en touche, quoi. C'est un peu la honte. Par contre, encore une fois, toujours dans la même direction d'honorer les équipes du Pacifique. Voilà, au Tonga, ce soir, c'est la fête. Les mecs, ils disent que leurs compatriotes ont honoré le maillot, qu'ils ont failli faire tomber les Français, et je suis content pour eux, et c'est mérité. Voilà. Par rapport à quelque chose que tu avais dit, Charlie, tu parlais du première ligne qui hurlait dans le visage du première ligne français, qui en fait, il n'y avait pas de toute réaction. Je pense que je suis d'accord avec toi de Shaq qui jouait bien, il fallait travailler ses muscles, mais je trouve que quand même l'entrée de Guillaume Guirado, ça fait du bien quand même. Et ça fait du bien parce qu'après, ils sont tout de suite calmés en face. Ils avaient commencé à tchatcher un peu avec le nouveau pilier qui est entré, et Guillaume Guirado qui commence à dire non, c'est bon là, t'arrêtes pas, ça parle pas à mon coéquipier comme ça. Moi, je commence à avoir beaucoup de respect pour Guillaume. Je suis pas certainement convaincu par le capitana de Poirot, ou cette idée de capitaine par comité. Moi, je trouve c'est dommage qu'il y a qu'un seul poste qui peut jouer, Guillaume, parce que j'aimerais bien le voir sur le terrain un peu plus. Ouais, là ça devient un peu, ce qui est un peu dur. Déjà, il s'appelle Guillaume en américain, c'est ça qui est sympa, alors qu'en fait c'est Guillaume. Mais c'est dur à dire pour un Américain, Thierry. Ah ouais. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il devient un peu la doublure de sa doublure. C'est un peu dur. Hein. C'est une transition quand même où là, on sent que peut-être qu'après, il va arrêter sa carrière internationale et tout. Et Kamisha lui a quand même un peu piqué sa place. C'est-à-dire quand tu rentres à la 30e pour venir foutre des coups d'épaule, à la 60e, pardon, pour foutre des coups d'épaule, c'était le job de Kamisha. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur les matchs clés ? Peut-être qu'il le préserve un peu physiquement et qu'il va rester titulaire et capitaine. Moi, je trouve que Jefferson Poirot a fait plutôt un bon match. En tout cas, il a souvent été de ceux qui avancent à l'Impact, et Dieu sait qu'il n'a pas eu beaucoup. Donc moi, j'ai apprécié sa performance. Comme capitaine, je pense qu'il est respecté par les autres. Par contre, il comprend toujours pas l'anglais, ça c'est clair. Donc je pense que ça pose des questions là-dessus. Mais je suis pas sûr que Guillaume Guirado comprenne un mot d'anglais non plus. Je pense que finalement... Non, si. Mais ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite parce que Guillaume Guirado, il commence à tchatcher avec l'arbitre et tout. Donc, tu vois, il a aucun complexe à ce niveau-là. Que Poirot, tu vois le blanc de ses yeux frétiller pendant que l'arbitre lui parle. Un merlan frit. Tu vois qu'il est dans la galère. Ouais. Finalement, on a pu réussir. On a gagné vraiment aux dernières minutes. Mais ça nous a appris quelque chose. Ça nous a appris que quand même, on a eu un peu peur, mais on peut le faire. Et ça nous prépare pour notre prochain match. Le prochain match, effectivement, c'est le match qui est à la fois le match de tous les dangers
et rien du tout, les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir les compositions, de voir aussi la communication pendant la semaine. Quelle est l'importance qu'on donne à ce match? Est-ce qu'on dit non, jouer contre les Anglais, en fait maintenant nous on se prépare au quart de finale, donc on va faire tourner le score, on s'en fout, la manière on s'en fout? Ou est-ce qu'au contraire on va dire attendez, les quarts de finale nous on en a rien à foutre, là c'est notre ennemi héréditaire en match de poule de Coupe du Monde, on veut les défoncer. Donc je sais pas du tout quelle attitude ils vont avoir, et j'attends vraiment du staff qui nous surprenne et qu'on n'ait pas une bouillie de rugby contre les Anglais, parce que moi j'ai pas du tout envie qu'on se fasse ridiculiser en prenant 40 ou 50 par les Anglais juste avant d'aller jouer probablement les Gallois, parce que les Gallois ils vont se frotter les mains en se disant c'est bon, les Frenchies non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils ont la confiance au niveau 0, et donc c'est bon pour nous. Ce match contre l'Angleterre, c'est avant les quarts de finale, une occasion à blanc, je dirais, donc c'est pas un match qui compte pas, mais je veux dire c'est une occasion où l'erreur nous coûterait rien, mais clairement Pays de Galles, Angleterre, les nations, le Sudaf, All Blacks, c'est un cran au-dessus de pas mal de monde. Donc on a hâte de voir ce match. Il y a beaucoup de matchs qui viennent pour cette semaine qui arrive. Notamment moi, je pense que quand même, je vais regarder Argentine-USA mercredi. Il y a quand même Pays de Galles-Fidji qui est très important mercredi aussi. Ouais, c'est un match super important parce que celui-là, il va déterminer définitivement si on joue nous les Gallois ou les Australiens. Parce que si par hasard les Gallois se trouvent contre les Fidji, ce qui n'est pas complètement impossible, hein. Je veux dire, ils sont très favoris, les Fidjiens, ils ont plus rien à perdre, etc. Ça peut tout à fait se passer. Ils peuvent leur en foutre 40, mais ils peuvent perdre d'un ou deux points. Donc, ça devrait être Angleterre-Australie probablement, ou Pays de Galles, c'est ce qu'on disait. Nouvelle-Zélande probablement, Japon, peut-être Écosse, peut-être Irlande, Galles-France donc à ce moment-là, et puis Irlande ou Japon contre Afrique du Sud, selon le cas. Donc ça va faire des confrontations magnifiques, et là ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des quarts de finale de folie, et peut-être une demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande, et là préparez-vous, arrêtez tout. C'est le match à regarder de la Coupe du Monde. Là ça va être magique. Pack de potes, terrain 10. Aussi, il y avait des matchs pour ce week-end, mais notamment il y avait des absences de matchs, donc un fin de poule fantôme, on va dire, avec 3 matchs annulés à cause d'une typhoon que j'arrive à prononcer pas en français. Typhon, voilà. Et le nom est assez marrant parce que je dirais anglais ou plutôt écossais avec un nom comme haggis. Ouais, c'est Haggis. Alors je sais pas trop comment on dit en japonais, mais oui. Haggis. Ça pourrait être le nom de la panse de brebis farcie, et ça marcherait très bien. Un peu, hein. Donc, ça veut dire que le match de Nouvelle-Zélande-Italie a été annulé. Donc, dommage pour Paris C, qu'on pouvait pas voir son dernier match en international. Aussi, Nambia-Canada a été annulé, comme le crunch de l'Angleterre contre la France. Ouais, on peut en rigoler en disant que ça nous a permis de pas perdre contre les Anglais. Voilà. Et puis après, on peut être sérieux 2 secondes en disant que on peut être très en colère contre World Rugby. Après, on est obligé de constater qu'un typhon, c'est désastreux. Il y a plus de 20 morts, etc. Donc, franchement, il y a d'abord une pensée pour tous ceux qui sont dans des circonstances catastrophiques aujourd'hui. Maintenant, si on ferme cette parenthèse-là et on est tous touchés, on est obligé de se dire que World Rugby mérite des coups de pompe dans le cul. Voilà, je suis désolé de le dire, mais on peut pas le dire autrement. C'est-à-dire que franchement, faire une Coupe du Monde, faire une Coupe du Monde à la saison des typhons, sans imaginer de plan B, en mettant des matchs qu'on peut se permettre d'annuler avec là sur France-Angleterre, on a 20 000 Anglais, 5 000 Français qui ont économisé pendant des semaines, des mois, ils vont là-bas et d'un seul coup ils sont coincés à l'hôtel en train de boire du saké. Non mais faut juste arrêter, quoi. Au-delà, il y a les supporters d'abord, il y a les joueurs aussi, parce que t'as cité Paris C tout à l'heure, le pauvre type. Alors en Italie, il a pas de sortie, au Stade Français, il a pas eu de sortie. Le mec, il a poussé une gueulante, je comprends, hein, mais tu prives d'abord les joueurs d'un truc, tu prives les supporters, et puis même ne serait-ce que pour le sérieux de l'institution World Rugby, je veux dire, les mecs, le TF1 avec France-Angleterre adulé, ils ont perdu du blé. T'as un moment, la Coupe du Monde, c'est un truc qu'on essaie que World Rugby essaie de faire fructifier, d'en faire un événement, suivi, pour lesquels les gens portent de l'intérêt. S'ils sont pas capables d'assurer
ce qu'ils vendent, faut pas le vendre. C'est quand même super compliqué, quoi. Faut pas le vendre. Et le problème, c'est le mot vendre. C'est-à-dire que là, je suis désolé, Thierry, mais je suis un peu énervé. Mais c'est exactement, c'est le coup de gueule du pack de potes avec exactement le même cinoche à Doha. Et c'est pas fini parce que Doha, on va se taper la Coupe du Monde de foot, qui va être en hiver. Il va quand même faire 40 degrés dans des stades climatisés. Donc, les foufous du sport business, à un moment, mettez votre cul sur un terrain de rugby et respectez et les joueurs et les mecs qui y vont, quoi. Voilà. Les gars, je suis désolé, World Rugby, c'est une grande organisation, ok, mais ils gèrent pas le météo non plus. Moi, j'avais regardé quand est le meilleur moment d'aller en Japon. Je suis recherché un peu, c'est pareil. Et en fait, ils disent entre septembre et novembre. Donc pour moi, et c'est pas le plein milieu du moment de typhon non plus. Normalement, c'est juillet, août, il y a beaucoup de typhons. Ouais, donc, mais il y a pas, enfin, ça nous paraît insensé qu'il n'y ait pas de plan B, en fait. C'est ça qui est complètement dingue. Évidemment qu'un match annulé pour la météo, ça arrive, mais qu'il n'y ait pas de plan B, je trouve ça, qu'on dise juste, bon, écoute, il risque d'y avoir des typhons, si des fois il y en a un, on annule, ça ira bien. C'est quand même super chelou, quoi, pour une institution comme celle-là. Ouais, mais je trouve que le taille du truc, ça fait plus grand que Japon en elle-même. Bah oui et non, puisque regarde, dans le même week-end, il y a des matchs qui ont été joués ailleurs. Okay. Moi, personnellement, je comprends pas trop l'agacement, la colère. Bah, je te dis, moi, c'est sur le fait de pas avoir prévu de solution, quoi, de pas avoir les jouer à huis clos, les jouer il y a eu plusieurs coupes du monde où la dernière en France, il y a eu des matchs qui ont eu lieu en Pays de Galles, un peu excentrés. Pourquoi ne pas avoir prévu des solutions de repli, j'en sais rien, dans un pays de l'autre côté, tu vois. Bon, la Corée, ça aurait été une mauvaise idée apparemment parce que ils s'en mangent aussi dans la gueule. Mais voilà, on n'est pas pro, mais un plan B, ça me paraît logique. Enfin, je suis surpris qu'il n'y en ait pas eu. Sur le papier, je pense que pour les bookmakers, ils vont plus voir les Gallois. Mais moi, je les ai vus un peu là ils ont un peu trébuché aussi dans les derniers matchs de poule. Donc, je me dis, sur un malentendu, ça peut passer. On peut conclure. C'est ça, c'est un match très ouvert. Faut se rappeler quand même qu'au dernier tournoi Destination, on menait 16-0 à la mi-temps et qu'on a perdu à la fin. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les Gallois n'ont pas peur de nous, y compris quand on mène, mais ça veut quand même dire qu'on peut leur mettre 16-0 en 40 minutes. Ce qui ne peut pas arriver face aux Blacks, par exemple. Donc, et aux Anglais, un peu moins quand même que face aux Gallois. Donc moi, je pense que c'est un tirage hyper favorable. On est dans la bonne partie de tableau en plus, parce que derrière, si jamais on bat les Gallois, on a a priori les Springboks qui sont énormes, mais qu'on bat quand même plus facilement que les Blacks. Voilà. Et donc, ça peut, sur un malentendu, si on fait 2 bons matchs, on peut arriver en finale. Mais je pense que ce qui est surtout à voir sur ces phases finales qui approchent, moi, le match que je rêverais de voir, pour le rugby tout simplement, c'est une demi-finale All Blacks Angleterre. C'est celle-là que je veux voir. Moi, c'est ce match-là que je veux voir. Et presque plus que les matchs des Bleus et tout ça, même si c'est très différent. Mais ceux qui aiment le rugby, il y a là dans les quarts et les demi, il y a un match à cocher. Si les Anglais et les Blacks passent, c'est la demi-finale Nouvelle-Zélande-Angleterre qui promet d'être un moment de rugby unique. Bon, on a beaucoup de rugby ce week-end, notamment 2 super matchs de samedi. Nous avons commencé par un Angleterre contre l'Australie et nous avons vu vraiment une équipe qui menait de début jusqu'à la fin avec l'Angleterre. L'Angleterre a marqué rapidement 2 essais par Johnny May dans les 18 et 21 minutes. Et après, l'Australie a pu montrer qu'ils avaient droit d'être là. Au début de deuxième mi-temps, ils sont revenus 17-16 jusqu'à le pilier anglais Kyle Sinclair. C'est pas le chanteur Bob Sinclair, c'est un autre Sinclair qui a pu marquer un essai à la 46e minute. Et là, l'Angleterre a vraiment, Owen Farrell par exemple, je pense qu'il était parfait pour avec son pied aujourd'hui 8 sur 8, il me semble. Il a marqué quand même 9 points par la suite. L'Angleterre qui a vraiment écrasé l'Australie à la fin de ce match, 40-16. Ouais, alors globalement sur ce truc, c'est marrant, mais il y a certaines nations qui, pendant les matchs de poule, c'est l'idée que je me suis fait un peu là en cette journée du samedi. Il y a des nations qui, pendant les matchs de poule, ont des matchs de phase finale. Nous, avec l'Argentine, il y a eu le Japon là avec son match contre l'Écosse, qui sont des matchs de phase finale dans les matchs de poule. Il y a des équipes, on a l'impression qu'elles sont encore en match de poule dans leur match de phase finale parce que on est en quart de finale, donc l'étau se resserre théoriquement. Et l'Angleterre, elle était encore en balade, quoi. C'était roue libre. Alors roue libre total, ouais. Mais après, c'est beau à voir, et clairement, c'est une équipe qui est belle à voir jouer, que
on pourrait voir arriver jusqu'au bout. Mais ouais, c'est impressionnant de voir à ce niveau de la compétition que les Australiens, et encore, ils ont un peu respiré, ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Enfin, il y avait une équipe clairement au-dessus de l'autre, quoi. Il y avait une différence de niveau vraiment trop flagrante, quoi. Ouais, t'as parlé, Thierry, de l'essai de Sinclair, qui est effectivement en début de deuxième mi-temps, à 17-16, au moment où on pourrait croire que le score, effectivement, donne une physionomie de match très disputé, alors qu'on a le sentiment déjà à ce moment-là que l'Angleterre est au-dessus. Et cet essai-là, il est magnifique. C'est-à-dire que la passe d'Owen Farrell, vraiment sur la ligne de défense, qui donne la balle à Sinclair, qui arrive dans un intervalle lancé, mais la passe, elle est chirurgicale. Franchement, c'est à regarder dans les écoles de rugby. Et derrière, faire cette passe-là, faut quand même comprendre que c'est hyper risqué, parce que t'es à -1. Et en fait, c'est quand même des passes à interception, quoi. Mais sauf qu'il est tellement sûr de lui sur son geste, et il est tellement sûr sur le timing de son pilier, qui arrive dans le bon intervalle, etc., qu'il y va, il ose, et boum, et clairement le match bascule. Alors que c'est vrai que sur toute la fin de la première mi-temps, ils avaient un peu écrasé les Australiens, qui s'étaient très très bien défendus dans les 20 premières minutes, parce qu'ils marquent un premier essai à la 18e par Johnny May, qui est un essai sublime là aussi, où il y a 10 ou 12 temps de jeu, ça parcourt tout le terrain, il y a tout le monde touche le ballon, et t'as Johnny May à la fin qui va marquer à gauche avec des cannes de feu. Mais pendant les 15-17 premières minutes, les Australiens, ils leur sont rentrés dedans, mais quelque chose de costaud quand même. Je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais moi je me suis dit, donc, parce que j'avais entendu les commentaires avant le match, le journaliste qui disait oui, les Australiens ils sont remontés à bloc parce qu'ils trouvent que les Anglais sont arrogants, etc. Ben, ça s'est senti quand même. Par contre, les Anglais ils ont fait le dos, ils ont pas plié. Et on voit bien, comme les Sudaf qui avaient essayé de battre les Blacks en leur rentrant dedans, les agressant physiquement pendant les matchs de poule, et ben quand tu fais des grosses périodes de domination face à une grosse équipe et que tu marques pas, en fait, c'est vraiment l'autre équipe qui engrange la confiance, quoi. C'est-à-dire qu'ils te disent, mais vas-y, Coco, vas-y, tant que tu veux, tu marqueras pas, quoi. Et je trouve que c'est vraiment le sentiment qu'on a eu avec les Anglais face aux Australiens. Et après, ils ont passé la 5e, et effectivement, il y avait plus de match, quoi. Alors que les Australiens, c'est quand même pas non plus une équipe de cadets. Ce deuxième match, alors, donc, Nouvelle-Zélande contre Irlande. Nouvelle-Zélande 46, Irlande 14. En fait, je dirais, on peut les compter vraiment comme dans un match de folklore. C'était 7 essais contre 2. Ouais, c'est ça. C'était un peu un festival d'un côté et un réveil trop tardif pour être inquiétant de l'autre. C'était pour moi la physionomie. C'était vraiment, quand j'en parlais aux potes, tu sais, t'avais vraiment cette impression d'un mec qui se fait péter la gueule et qui est au sol, qui est en sang, et l'autre il continue à mettre des patates et tu te dis mais arrête, tu vois bien qu'il bouge plus, quoi. C'est fini, il y a plus rien. Et là on avait vraiment cette impression dans ce match, mais enfin c'est triste, quoi. C'est un peu voilà, quand il y a une équipe qui s'amusait et l'autre tu te disais enfin quand t'es joueur sur le terrain et que tu te fais balader comme ça, t'as un peu hâte que les 80 minutes soient passées, quoi. C'est un peu le match de tous les superlatifs, c'est-à-dire qu'on a du mal à commenter tellement c'est impressionnant, tellement c'est à sens unique, en dépit là aussi d'une prestation honorable des Irlandais, qui pris un par un, Johnny Sexton qui a pas un gros physique, qui te fait un match encore en défense dans l'engagement extraordinaire. Le deuxième ligne Anderson, lui on en reparlera, j'avais repéré au tournoi l'année dernière déjà, c'est vraiment un super joueur, il s'est pas échappé. O'Mahony qui est là aussi, franchement il leur marche dessus, et en face il y a du lourd, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité quand même à te foutre 34-0 à la 47e. 34-0. Faut avoir joué au rugby pour se rendre compte ce que c'est que d'être mené 34-0. Tu vois pas le jour. Et puis, ils te passent toute la panoplie, quoi. C'est-à-dire que du pick and go, un coup, des ballons portés. Après, je te la joue un petit jeu au pied chirurgical. Après, on va faire un jeu de passe. Tout ça à 3000 à l'heure. Voilà, avec en plus... Bon, les petites anecdotes qu'on aime bien, mais Beauden Barrett qui fait la passe à Jordi Barrett, les mecs en phase finale de Coupe du Monde, il fait une passe à son frangin qui marque. Enfin, bon, c'est où ça s'arrête. Et puis sans parler du match que fait Scott Barrett qui était remplaçant au coup d'envoi, c'est-à-dire qu'ils ont remis le gros attelage rétalique. Comment il s'appelle l'autre deuxième des mois à Whitelock, et t'as Scott Barrett qui rentre, il est encore meilleur que les deux autres. Il fait une mi-temps, il touche 20 ballons. Il te prend des renvois dans tous les sens. Enfin, les mecs, ils sont énormes. Donc, effectivement, moi, je vous laisse cette demi. On va la voir.
Mais là, les gars, arrêtez tout samedi à 10h. Même les gens qui n'aimaient pas le rugby, dites à vos copains, ceux qui aiment le rugby, dites-leur. Là, faut voir ce match. Tu as 2 équipes au sommet de leur art qui n'ont aucun point faible. Donc ça va être dingue. Ça va être dingue. Bon, c'est vrai que c'était un match un peu difficile à voir, surtout à la fin. On se sentait mal pour cette équipe d'Irlande. Moi, je vais vous apprendre un mot en anglais, hein, si je peux. Pour moi, c'est scrappy. Donc, en fait, ils sont assez scrappy. Scrappy, c'est comme le petit chien qui aboie beaucoup, qui ont vraiment envie de faire quelque chose. Mais en fait, là, il était en face des Doberman, en fait. Donc, il pouvait rien faire. C'est ça. Après, voilà, moi, je pense que contre les Anglais, ça reste un match ouvert. Ils vont pas du tout marcher sur les Anglais comme ils ont marché sur les Irlandais, parce que les Anglais sont beaucoup plus forts. Voilà. Allez, donc du super rugby pour ce samedi. Le dimanche matin, c'était d'autres choses, malheureusement. Donc si je peux essayer de faire un résumé de ce match Pays de Galles, la France, on peut dire que la France est vraiment très très beau pendant les premières 10 minutes où on marque 2 essais très rapidement, notamment un certain Sébastien Vainama, bon, on va en parler de lui plus tard, c'est sûr. Aussi un autre essai 3 minutes plus tard avec un joli percé de Vakatawa qui passe et passe et passe. Et voilà, il y a Olivier qui marque aussi. Donc la France qui mène rapidement dans ce match. Donc c'est sympa de les voir marquer tout de suite dans les matchs. Bon, bien sûr, un petit moment faible. Donc la France qui permet le Pays de Galles de revenir dans le match avant quand même de marquer un autre essai. Donc nous sommes à 19-10 le mi-temps. Assez content avec ce qu'on a vu avec cette équipe de France. Ouais, cette première mi-temps, vraiment, elle a fait... je pense que tout le monde s'est levé. On n'attendait peut-être pas la France à ce niveau-là, mais tout... on avait la chance avec nous, on avait je pense de la confiance en fait. La France a joué libérée. L'essai dont tu parles là, le deuxième qui a commencé par Nakatawa qui était en feu ce jour-là, fini. Enfin, le rugby paraît simple quand c'est joué comme ça. C'est ça. Ça a l'air facile. Passe, boum. Ouais, c'est ça. Ça coulait de source. Les Français étaient tellement en confiance que UG il partait au déblayage sur Navidi et Alon Wynne-Jones, tu vois. Donc je pense qu'on était dans un niveau de voilà quoi, tout marchait, tout était bien, on avait en confiance. Cette première mi-temps, elle nous a régalé, elle nous a, je pense, elle a réconcilié pas mal de monde avec une équipe de France qui nous a fait douter, quoi. Pas mal dans les années qui précédaient. Là, j'ai quand même vibré, quoi. On a bandé devant ce truc. C'était un beau moment, cette première mi-temps. Jusqu'au début de deuxième mi-temps, nous sommes dans un mall dans leur 22. Ça progresse pour les Français. Malheureusement, Sébastien Vainama mis un grand coup de coude dans le visage d'un Gallois. Carton rouge direct et la France essaie de faire le meilleur qu'ils peuvent. La France est sous le choc. Carton rouge tout à fait justifié. Le mec a pété un câble, hein, clairement. Le pire, c'est qu'il fait un petit regard, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il fait un petit regard alentour. C'est incompréhensible. Il est en train de l'étrangler, il repasse son coude devant. Il regarde autour de lui, mais comme on est en fédéral, quoi, tu vois, je regarde si l'arbitre n'est pas là, et il met son coup de coude, sauf qu'il y a pas l'arbitre peut-être dans son champ de vision, mais il y a toutes les caméras du monde. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un décrochage, quoi, c'est un décrochage mental. Je sais pas c'est dur aussi de le juger sur, je sais pas, je pense que c'est un sport qui demande tellement d'engagement, de violence contenue quelque part, et de nervosité que bon, nous amateurs, ça nous est tous arrivé sur un terrain. En fait, c'était une question que j'avais pour vous. En fait, est-ce que Théo ou Charlie, est-ce que vous avez déjà été, on va dire, est-ce que vous avez déjà subi ce genre d'action ou est-ce que vous avez déjà fait une action pareille? Oui, mais alors, c'est effectivement des choses que n'importe quel joueur qui a joué devant et qui a vécu des matchs disputés avec de la tension peut comprendre. Voilà. Donc moi, évidemment, ça m'est arrivé. J'étais pas du tout au niveau de Sébastien Vainama, mais j'ai pris des cartons rouges moi-même. J'étais un peu abruti parfois sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qu'on peut forcément excuser quand on se met à la place du joueur. Et il faut bien, je trouve, et c'est là où je suis pas complètement client du déferlement qu'il y a eu à ce propos. Il faut bien différencier l'homme et différencier le joueur, et en particulier le joueur dans cette circonstance. Donc, il y a deux choses. Voilà, Sébastien Vainama, c'est un mec, il a donné sa vie au rugby, il est d'un courage exemplaire, il a mis son cul sur les terrains de rugby de bonne heure et dans des circonstances difficiles partout, et il a fait une très belle carrière, et là il est en plus au sommet, c'est-à-dire qu'il est super bon, il marque son premier essai en équipe de France et tout ça, et donc le mec, l'homme, on est obligé de le défendre. Par contre, le joueur
Et le geste à ce moment-là, le geste en lui-même est complètement saugrenu, enfin impensable. C'est même pas impardonnable, justement. C'est forcément pardonnable. C'est un peu impensable. Je sais même pas comment la connexion entre son cerveau et son coude finit sur la gueule de ce mec en face. C'est un truc que je n'arrive pas à m'expliquer. Et je trouve que c'est pas la peine d'en rajouter là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a flingué le match. Et ça a flingué la Coupe du Monde de l'équipe de France. Maintenant, ils ont failli passer quand même, parce que l'essai de la fin du match, grosso modo, après avoir eu toutes les explications dans tous les sens, on dit il n'y a pas d'en avant sur des arrachages. Si, il y a en avant sur l'arrachage quand c'est le mec qui arrache qui le fait. Et là, il y a un tout petit en avant de 30 cm, mais ça reste anecdotique. Et pour moi, pour peut-être soulager la conscience de Vamaina, qui a annoncé entre-temps sa retraite. Il dit que c'était une décision qui datait d'avant la Coupe du Monde, j'en doute un peu. Et sincèrement, j'espère qu'il reviendra sur cette décision, parce que je pense que c'est un joueur qui va avoir envie de se faire pardonner. Et avec un peu de chance, toutes ces épreuves-là, c'est des choses qui vont le faire grandir. Mais c'est vrai que on paye ça très très cher. Mais il faut quand même pas oublier qu'à la mi-temps, on mène que 19-10, on doit mener 26-10. Voilà, parce qu'on laisse pas mal de points en route. Moi, le premier essai et la pénalité qui sont sur le poteau, on prenait un petit déj avec des potes devant le match, j'ai dit, si on perd de moins de 5 points, on pourra venir chouiner sur ça. Et moi, je suis désolé, parce que Ntamak, ça va être un grand joueur, mais là, on voit que ça ne l'est pas encore. Est-ce que Johnny Wilkinson, est-ce que Daniel Carter, est-ce que je sais plus qui était le 10 ou Owen Farrell, est-ce que ces mecs-là rateraient 5 points au pied dans des conditions pareilles sur une mi-temps de quart de finale de Coupe du Monde? La réponse est non. Voilà. Donc ça veut dire que la marge de progression de l'équipe de France, elle est dans la maîtrise, bien sûr, sur les coups de coude, mais ça arrive une fois par siècle. C'est tellement bizarre comme geste, honnêtement, ça n'arrivera plus. Voilà. Mais par contre, on n'a pas le droit de rater, de foutre des points faciles sur les poteaux en quart de finale de la Coupe du Monde. Bon, une chose c'est sûre, pour moi, ce match, c'était vraiment comme une tragédie grecque, presque. Vous voyez une équipe qui était tout beau, qui était superbe, qui fait un mauvais geste et qui a jamais vraiment réussi à se remettre de ce geste et qui perd le match et qui rentre à la maison. Donc, d'autant plus tragique comme fin qu'effectivement, ça bascule avec un suspense quand même un peu horrible sur la toute fin du match. D'un match qu'on aurait dû gagner 100 fois et c'est vrai que depuis le début on n'a pas parlé des Gallois parce que tout simplement ils n'ont pas existé, ils ont été nuls. Voilà, ils ont été mauvais comme des cochons. Franchement, ils marquent un essai qui est un coup de bol en première mi-temps, qui est un essai complètement gag, et le dernier essai il leur est donné, il aurait aussi bien pu le refuser. Il le donne, il fait ce choix. Honnêtement, s'il le refuse, c'est pareil. Donc, moi, voir les Gallois, et après on a entendu Guirado dire c'était ça les premiers ou deuxième mondial, voir les Gallois à ce niveau-là, j'étais très surpris, je les ai trouvés nuls, mais c'est aussi parce que les Français ont été excellents. Voilà. Donc, malgré ces scories qu'on aurait dû gommer, ils ont fait un match de bout en bout où ils nous ont fait plaisir, ou même à 14, ils ont eu une solidarité de fou, ils perdent sur un fait de jeu. Voilà. Après, c'est vrai que on rejoint un petit peu ce qu'a dit Guirado dans le vestiaire. Les Français, depuis plusieurs années, ont vraiment pas eu de cul. Là, c'est encore une image où c'est passé tombé à côté. On espère qu'ils ont bouffé le pain noir. Une nouvelle expression pour toi, Thierry. Et effectivement, que la génération des jeunes bouffera le pain blanc et peut-être sera championne du monde. Allez, en 2023, on a le droit de rêver. Donc, si on parlait de ce dernier match de ce week-end, dimanche, là, il y avait quand même Japon-Afrique du Sud. Et c'est toi, Théo, qui nous a parlé tout au début de notre podcast par rapport à un certain petit Faf de Clerc. Et franchement, je deviens fan de Faf. Il est génial. C'est les demi-mêlées à l'ancienne parce qu'il a un petit gabarit. Alors, en hauteur en tout cas, pas en largeur. Mais t'as vu le match qu'il fait. C'est le demi-mêlée qui te fait rêver, quoi. En anglais, je dirais, ce mec-là, c'est un ankle biter. En fait, il mord des chevilles, en fait. Il est partout. Il court dans tous les sens. Et il attaque des mecs. Il plaque des gens. Mais vraiment, au niveau de cheville, c'est vraiment un truc super sympa à voir. Donc, une chose rapide par rapport à Faf de Clerc. Donc, Théo, tu peux me dire ce que tu penses? Parce que ce mec-là, je trouve qu'il était partout. En fait, qu'il était
était vraiment comme un missile libre, en fait. Et je me posais la question, est-ce que tu penses que le coach de Sudaf a dit, OK, tous les autres, vous avez un endroit, il faut y être, vous avez une mission, vous avez une position, il faut le garder, mais Faf Leclerc, on laisse faire comme il veut et il plaque tout le monde. Ouais, bon, on dit souvent que le numéro 9, il doit coller au ballon. Lui, c'est un peu à l'extrême. C'est comme un atome, quoi. Et puis le ballon, c'est le cœur. Et puis Fab de Klerk, c'est une sorte d'électron libre autour. Mais il est toujours au bon endroit. Mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il est partout en même temps. C'est assez saisissant. Et puis, il a un gabarit un petit peu particulier. Il est très très difficile à défendre, je pense, parce qu'il est en même temps très costaud et très petit. Donc il fait aussi des différences parce que les mecs n'arrivent pas à l'attraper aussi, parce qu'il a un centre de gravité super bas. En fait, pour moi, si on a dit que les Anglais ressemblent à des méchants dans des films des années 80, lui, en fait, je me demande s'il figurait pas dans le film de Brice de Nice, parce qu'avec le coupe de cheveux, il aurait pu. Allez, donc on voit Afrique du Sud vraiment qui monte en puissance aussi. Donc ça va être fou. Contre le Pays de Galles, vous pensez qu'est-ce que ça va donner comme match? Là, ce qui est sûr, c'est que la semaine avec Gatland, ça va pas être une semaine marrante et que la confiance, ils en auront pas en excès. Donc voilà, moi je vois quand même le Sudaf passer. Voilà, et je peux me tromper. Et de toute façon, c'est l'autre demi-finale qui me fait vibrer. L'équipe de France, son aventure en tout cas s'arrête là après un match au coude à coude. Tristement célèbre, mais on a été ravis de cette aventure parce qu'on n'en donnait pas très cher vu ce qui s'était passé pendant les 4 ans précédents dans cette équipe de France. Et en tout cas, ça a posé les bases d'une très belle équipe qu'on a suivie pendant ces 4 années ensemble, mon ticket, et qu'on va aller voir marcher sur le rugby international à la rentrée. Oui, va super. Donc revenez la semaine prochaine pour la suite de l'aventure de 2019. Allez, à plus. Ciao mon ticket.